Le garçon rit et expliqua, c'est une livre d'or, plus précieuse que louis d'or. Vous n'êtes pas d'Inti. Jenna était déconcertée, mais elle ne pensait pas qu'il y avait un problème. L'apparence du garçon différait quelque peu de celle des locaux. Je m'appelle Lonaise, répondit honnêtement le garçon aux cheveux jaunes clairs soigneusement peignés. Jenna a choisi de ne pas creuser plus profondément, comprenant que le fait que la pièce soit une livre d'or ou un louis d'or n'affectait pas sa valeur pratique. Sur la base de leur rencontre précédente, elle avait confiance dans la capacité du garçon à porter chance. Elle le regarda, attendant ses prochains mots. Le garçon a remis la pièce d'or porte-bonheur dans sa poche, ne montrant aucune intention de paiement anticipé. Au lieu de cela, il a pointé le sol et a dit « À 10 heures ce soir, entrez dans Trêve souterraine par l'entrée ici. Continuez aussi loin que possible, en suivant n'importe quel chemin disponible, jusqu'à ce que vous atteigniez une rivière souterraine. Trouvez une cachette à proximité et attendez que la première personne passe. Prenez toutes leurs affaires. Avant de terminer cette affaire, vous ne pouvez dire à personne ce que vous voulez faire ni où vous comptez aller. Entrez sous terre uniquement sur la base de votre intuition et comptez sur la chance pour trouver des proies. » Jenna trouva les instructions du garçon plutôt évocatrices du « tempérament de charlatan » de Ciel. Quant à la manière d'acquérir les biens de la personne, il semblait n'y avoir qu'une seule solution, par le combat. Elle devait maîtriser l'autre partie. Jenna savait que le garçon était probablement un formidable Beyondé aligné sur sa cause, et sans hésitation, elle a accepté. Compris. Le garçon sourit. Lorsque vous aurez obtenu ces objets et que vous me les aurez remis, je vous paierai la pièce d'or porte-bonheur en récompense. Comment dois-je m'adresser à vous? Et où dois-je te trouver le moment venu? Jenna, consciente qu'il n'était pas un garçon ordinaire, ne put s'empêcher de parler sur un ton respectueux. Le garçon marmonna. Tu peux m'appeler Will. En me parlant ainsi, j'ai l'air d'un adulte. Je suis juste à l'école primaire. Le moment venu, vous me rencontrerez naturellement. Will lui fit signe de partir et lui dit, vous pouvez partir. Cependant, après avoir marché plus de 10 mètres, sa curiosité l'a emportée et elle s'est tournée vers le lampadaire à gaz noir de fer. L'étrange garçon, Will, avait disparu de chez lui. Jenna a regardé de plus près et s'est rendu compte qu'il était entré dans le café voisin et qu'il était maintenant assis à un stand près de la fenêtre, où un employé venait de lui apporter une tasse avec 3 boules de glace. Ce n'est vraiment qu'un enfant, réfléchit Jenna, sa curiosité satisfaite alors qu'elle continuait son chemin. Dans le quartier financier, au sein du centre artistique de Trêve, Lumian a de nouveau sorti les lunettes indiscrètes marron après avoir deviné quelque chose. Sans hésitation ni crainte, il a enfilé l'objet mystique. La salle d'exposition avait été son objectif principal, avec les toilettes séparées par un long couloir. Au milieu du vertige familier, la peinture à l'huile devant Lumian a subi une transformation particulière. Les visages ornant le corps de la femme nue se tournèrent vers lui. Simultanément, Lumian sentit la présence d'une créature sur le toit, là où se trouvait le ciel qui se chevauchait, le regardant de loin. Il semblait essayer de contourner les obstacles et de s'approcher rapidement de lui. Alors que le visage flou de la femme sur la peinture à l'huile s'éclaircissait progressivement, sa véritable identité devenait évidente. Des yeux bruns brillants, des cheveux bruns en cascade, un visage rebondi à la police et un air de détachement. Lumian l'a reconnue. Elle n'était autre que mademoiselle Séraphine, l'ancienne locataire de l'auberge du Coq Doré, le modèle humain et l'amante que cherchait le dramaturge Gabriel. À mesure que le visage de Séraphine s'éclaircissait, l'environnement de Lumian s'assombrissait, comme si des visages étaient sur le point de sortir du tableau ou du vide. Rapidement, il retira les lunettes mystérieuses de son pont nasal, et toutes les anomalies disparurent en un instant, ne laissant que la sensation de poils dressés sur sa peau. Comme prévu, le modèle humain de cette peinture à l'huile est Séraphine. Bien que Gabriel soit une personne ordinaire et ne possède pas les lunettes indiscrètes mystérieuses, il a déjà couché avec Séraphine et connaît ses caractéristiques physiques. C'est probablement ainsi qu'il a remarqué les traces de son amant lorsqu'il entrait et sortait des toilettes. Se pourrait-il que Séraphine possède sur son corps de multiples visages, apparaissant à la fois peints et vivants, à l'image de cette peinture à l'huile? Gabriel n'avait-il pas peur à l'époque? Après avoir découvert la peinture à l'huile avec Séraphine comme modèle ici, il a rencontré à son retour cette créature habituellement difficile à voir? Le timing correspond. Le verre d'eau sur son bureau avait plus d'1 jour et il a visité l'exposition d'art il y a 2 jours. Quelque chose a dû se passer tard dans la nuit. Alors que les pensées de Lumian s'affrontaient, il tourna son attention vers la signature de la peinture à l'huile, Claude Pierre-Auguste. Le peintre n'était pas largement reconnu. Autrement, ses œuvres n'auraient pas été accrochées le long du couloir menant aux toilettes. De plus, son travail a peut-être été ajouté pour l'exposition « Future impression ». De même, il croyait que depuis que quelque chose était arrivé à Gabriel, Pierre aurait pu disparaître. Il était même allé à l'auberge, lorsque Séraphine avait quitté l'auberge du Coq Doré. Quoi qu'il en soit, je devrais en informer Madame la magicienne. Et s'il restait des indices? Sinon, il n'aurait pas eu affaire à une personne ordinaire comme Gabriel. Lumian n'avait pas l'intention de poursuivre lui-même Claude Pierre-Auguste. En effet, il faudrait beaucoup de temps pour recueillir des informations sur l'autre partie via différents canaux.
Et avec le nom et l'identité de la cible, un maître de l'astromancie comme Madame la magicienne devrait pouvoir rapidement localiser la résidence du peintre. Et de plus, Gabriel avait été agressé tard dans la nuit après avoir entendu parler de Claude, le peintre. Les informations actuelles de Lumian ne représentaient qu'une fraction des siennes. Lumian regarda la peinture à l'huile, ses lèvres retroussées en un sourire. Vais-je être attaqué? Je l'attends avec impatience. Vers 21h, aux 3 rue des Blouses Blanches, appartement 601, Franca, se souvenant de la mission de la secte des démons, soupçonnait que l'ordre de la Croix de Fer et de Sang allait bientôt faire un geste important, et son plan était de rendre visite à Gardner Martin tout en digérant la potion de plaisir en cours de route. Plutôt que sa méthode habituelle consistant à frapper à la porte et à entrer, Franca a décidé d'adopter une approche plus secrète. Elle comptait se cacher aux alentours du 11 rue des Fontaines, dans le jardin, ou sur la pelouse, observant discrètement avant de retrouver Gardner Martin. Reconnaissant la séquence et les capacités de Gardner, elle retourna dans sa chambre et récupéra une statue de démon primordiale de la taille d'une paume, qu'elle cacha dans une poche. Cela améliorerait sa capacité à rester cachée et réduirait les chances que les pouvoirs Beyondé la détectent. Je vais chez Gardner. Franca fit signe à Jenna, ouvrit la porte et quitta l'appartement 601. Jenna reconnut et poussa un soupir de soulagement. Elle était sur le point de partir et était un peu nerveuse. Franca est arrivée rue des Fontaines via une voiture de location mais a choisi de ne pas faire arrêter le chauffeur au bâtiment 11 comme d'habitude. Au lieu de cela, elle a débarqué à distance et a rapidement disparu dans l'ombre, se dirigeant furtivement vers la résidence de Gardner Martin. Sa familiarité avec les environs lui a permis de trouver une brèche dans la patrouille des gardes, et elle a escaladé prestement un mur latéral pour descendre silencieusement dans le jardin. Franca n'a pas tenté d'infiltrer directement le bâtiment. Au lieu de cela, elle suivit les ombres, tournant jusqu'au bord de la pelouse. À côté d'un réverbère à gaz, elle observa la villa à 3 étages blanc grisâtre, toujours éclairée. Au fil du temps, Franca est restée vigilante, concentrée sur l'observation des personnages apparaissant aux fenêtres et de leurs activités. Soudain, la porte principale de la villa s'est ouverte et le majordome Faustino a émergé, accompagné d'une silhouette vêtue de noir. L'individu à la cape noire était de taille moyenne, mesurant environ 1,75 mètres. Leur forme entière était cachée, ce qui rendait impossible de discerner leur apparence ou leurs attributs physiques. Qui cela pourrait-il être? Partenaire de Gardner Martin, ou membre clé de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang en charge d'autres régions? Se demanda Franca. Alors que la silhouette vêtue de noir sortait de la clôture en fer tandis que le majordome Faustino se retirait dans la villa, Franca n'hésita qu'un instant avant de prendre une décision. Elle réalisa qu'à moins de s'aventurer minutieusement dans la résidence de Gardner Martin, elle n'obtiendrait pas d'informations précieuses. Ses premières explorations avaient été ouvertes et n'avaient donné que peu de résultats. L'individu masqué pourrait lui fournir de nouvelles pistes menant à des gains inattendus. Franca, qui était invisible, toucha la statue de la démone primordiale dans sa poche cachée et devint confiante. Elle a fait le tour du bord de la pelouse et a escaladé la clôture en fer, suivant furtivement la mystérieuse silhouette au manteau noir. À 22h, Jenna a entamé son voyage dans Underground Trève, une entrée non loin du théâtre de l'ancienne cage à pigeons. N'ayant pas de lampe au carbure, elle s'est appuyée sur sa vision nocturne d'assassin pour naviguer dans l'environnement sombre. Jenna était déterminée à mémoriser le chemin et s'enfonça plus profondément dans les tunnels souterrains, faisant confiance à son instinct. À mesure qu'elle avançait, le silence autour d'elle devenait de plus en plus profond. Jenna expira lentement, atténuant la tension et la peur dans son cœur. Jenna s'est délibérément éloignée du centre du tunnel, s'est appuyée contre une paroi rocheuse et a continué prudemment. Après un temps indéterminé, le bruit de l'eau courante parvint à ses oreilles. Elle a parcouru encore 7 à 8 mètres autour d'un affleurement rocheux, où une petite rivière coulait lentement dans l'obscurité souterraine. Jenna se redressa, repérant un pilier de pierre marbrée derrière lequel se cachait, sa forme se fondant dans les ombres denses. Elle s'est abstenue d'utiliser l'invisibilité, reconnaissant ses limites en tant que sorcière. La durée pendant laquelle elle pouvait conserver ses pouvoirs était limitée et elle n'avait aucun moyen de savoir combien de temps il faudrait pour que la cible arrive. Dans le sous-sol silencieux, le temps semblait s'étirer et le stress mental de Jenna s'accumulait progressivement. Enfin, la réverbération des pas parvint à ses oreilles.